Nous sommes donc dans un nouveau cadre, nouveau format. Ça y est, les EDV à caractère soviétique, avec la grande tribune et le soviet suprême, c'est fini. Nous sommes rentrés dans une ère de démocratie, une ère un petit peu plus fun. Le lieu est sympathique. Le format de l'Assemblée générale, vous allez le voir, va être complètement modifié, va être totalement différent. J'espère qu'il sera plus agréable et plus convivial même pour vous. Il sera maîtrisé par Valérie Bonnède, qui est notre secrétaire générale depuis maintenant 8 mois, 6 mois, 7 mois, je ne sais pas combien, Valérie 8 ? Il y a que toi qui compte, je vois ici. Depuis 8 mois. Donc tout ça change. C'est également la volonté de modernisation de notre institution, d'évolution, de changement de notre institution. Vous le verrez. Et je vais donc lui laisser la parole. Et préalablement, je voudrais rappeler à ceux qui étaient à Madère quelques souvenirs de cette très très belle manifestation brillamment organisée par Muntas Teker, qui est également candidat à la PST, je le rappelle. Donc brillamment organisée par Muntas Teker. Et puis à ceux qui n'y étaient pas, un petit peu de regret de n'y être pas venus et certainement susciter en vous l'intérêt pour le prochain congrès dont vous saurez dans quelques semaines le lieu et la date. Voilà, Madère. Merci d'avoir choisi Transavia, membre du groupe Air France KLM, spécialement affrété pour le congrès des entreprises du voyage. L'ensemble de l'équipage vous souhaite à toutes et à tous une très agréable journée. À très bientôt. On y va. 3, 4.
C'est une île magnifique. Très belle destination. C'est une destination fantastique. Le végétal, l'humain, l'accueil. L'accueil des gens. Accueil adorable de la part des gens ici. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de nous recevoir brillamment. Madère, c'est une destination qui n'était pas très connue. Trop peu connu. Des paysages magnifiques, un climat doux, la mer bleue. Excellent choix, bravo. Bravo, je pense que je reviendrai. Opération réussie, parfait. Très belle édition avec des conférences intéressantes, des sujets variés. L'objectif d'un congrès, c'est d'ouvrir les horizons. Très bon tour d'horizon de la situation du tourisme en France. On sent clairement une profession qui s'organise. Des intervenants qui ont été très bien choisis. Les thèmes étaient bien choisis et les participants sont contents. Le loisir, le business, Sur tourisme, entrepreneuriat, la technologie, les compagnies aériennes, le ferroviaire. digital, tout ça, c'est des sujets qui nous concernent dans l'avenir, donc on est ravis d'avoir choisi ces sujets. Et des lendemains sur le tourisme qui vont être prometteurs. Que la parole s'exprime et qu'elle soit libre. Alors pour une présentation déjà avec vous pendant une dizaine de minutes. Ce transport aérien, il est en croissance. Vous avez des prix qui baissent et il faudra s'y adapter. Est-ce que ce modèle de low cost long courrier a encore un avenir pour vous ou pas? Alors, je suis profondément convaincu de l'avenir du low cost long courrier. Le low cost long courrier, ça veut dire produire moins cher des sièges kilomètres. Ça ne veut pas pour autant dire faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Patronne de cette entreprise, aujourd'hui c'est 15 personnes, hein, c'est ça. Donc quels sont les obstacles les plus compliqués pour vous? Des obstacles plus géopolitiques. Quand les attentats sont arrivés, on faisait 80% de notre chiffre à Paris. Lionel, c'est quoi le plus difficile? Et qui me dit, il n'y a aucun problème pour qu'on vous assure l'année prochaine, simplement il faut 1 million d'euros de caution. La principale difficulté, c'est d'abord soi-même, en se disant, mais mon Dieu, pourquoi ça marcherait, puisque si ça marchait, d'autres l'auraient fait déjà avant. Alors, Jean-François Portari, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut en déterminer vraiment les trois grands enseignements de ce rapport, les trois grandes conclusions? On peut. Donc ça, c'est la menace économique. Et ensuite, le troisième enseignement, c'est le risque politique lié, mais je crois que vous en avez déjà parlé, au surtourisme. Le pouvoir, il est au Parlement européen, non, aujourd'hui? La réponse, c'est non. Oui. Et je ne me suis pas trompé d'assemblée. Pour répondre à votre question de où est le pouvoir, c'est surtout ceux qui ne veulent pas l'abandonner. Il y en a au niveau européen, mais les États peuvent le contrôler, donc la France. Et on a au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les habitants n'en peuvent plus de ce déferlement de vacanciers. Et donc, le surtourisme, voilà, de mon point de vue, il est inhérent à la pratique touristique dès lors qu'elle devient commerciale et qu'elle marche. Oui, vous dénoncez le système dans son entièreté. Tout à fait. Donc, il y a un gars qui nous dit « tous des criminels ». Bon, donc je pense que le débat sera intéressant. Le tourisme génère certains effets pervers, mais on est loin de la mondophagie dont vous parlez dans votre ouvrage. Maintenant, voilà, le débat est ouvert. La présidente de la région, donc, qui a mis en place depuis des mesures qui sont assez fortes. Bonjour à tous. Alors, je suis partagée entre l'émotion d'être là et le plaisir de partager cette heure avec vous. Et je vais essayer de rester dans le plaisir de partager cette heure avec vous. On va passer à peu près 3 quarts d'heure à voir ensemble ce qui a été réalisé en 2018. On parle de rapport financier, ça va être la partie un peu plus rigide, sérieuse. Et ensuite, ce qu'on appelle le rapport moral, on va essayer d'en faire un rapport vivant et de vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble au cours de cette année. Et puis, vous donner à voir un peu de ce qui se passera en 2019, en tout cas des chantiers qu'on a à faire ensemble. Donc, pour commencer, on va passer au compte de l'année 2018 et je vais demander au trésorier Olivia Bergel de monter, me rejoindre sur scène, voilà, lui donner la parole pour qu'il puisse présenter, faire son travail de restitution après une année de suivi où il est très engagé à nos côtés, où il suit les comptes avec le cabinet La Fiduciaire. Je salue Egidio qui est dans la salle et je lui donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les comptes 2018 pour les EDV. On va parler des produits. On a un total produit de 1 789
693 pour être précis, avec un montant des cotisations d'à peu près 1 200 000 en grande stabilité par rapport à l'année dernière, des produits exceptionnels également en légère progression, donc on peut dire stable par rapport à l'année dernière, et une reprise de provision en progression par rapport à l'année dernière, mais c'est dû à des cotisations en retrait de collaborateurs qui ont quitté le syndicat. En ce qui concerne les charges, on a une légère augmentation des charges de 5%. Les charges externes ont augmenté de 26%. C'est dû à une forte progression des honoraires, notamment dû à la bataille, au combat sur la responsabilité plein droit. Beaucoup d'actions ont été engagées cette année par le syndicat qui ont demandé des efforts budgétaires importants. Il y a eu également, dans cette forte progression des charges externes, à la publicité, qui a une pondération dans cette augmentation. Les charges de personnel, elles, sont en baisse de près de 10%, ce qui témoigne de la maîtrise de notre gestion et de la rigueur avec laquelle elle est appliquée. Les amortissements sont stables. Donc on a un total de charges de 1 638 392, légèrement en hausse. En ce qui concerne les résultats, ils sont largement positifs. La trajectoire, comme vous le constaterez, reste très bien orientée, positive donc, avec un résultat excédentaire de 146 917 €. Vous voyez que le résultat de 151 300, avec un léger déficit sur les manifestations et un léger excédent sur le résultat des délégations régionales. Merci Olivier. On va laisser la place à... On présente les résultats, voilà. Ah, voilà. Il y a une forte évolution, à partir de 2013, un retournement de la structure du bilan, avec progressivement une orientation excédentaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour terminer, je vous disais à 146 000 sur 5 ans. Donc, on a un retournement de la structure du bilan. Voilà. Merci. Tu ne restes pas très loin. On va accueillir Isabelle Darcheville, notre commissaire aux comptes, pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense de nos comptes. Bonjour à tout le monde. Donc, enchantée d'être avec vous aussi cette année. Le rôle du commissaire aux comptes, il est varié. Certains d'entre vous doivent en connaître auprès d'eux au niveau de leur structure. Donc, comme tous les ans, je m'efforce de valider que les comptes qui vous sont présentés avec un résultat qui est justifié et qui est exhaustif par rapport au chiffre d'affaires et l'ensemble des charges. Je ne vais pas vous lire le rapport qui est très formel, je vais simplement vous confirmer qu'il n'y avait pas de réserve à faire ou de remarques particulières sur les comptes de cette année. Voilà. Merci. Olivier, merci. Olivier qui vient nous parler du budget 2019. Je viens maintenant vous présenter le budget, qui est un budget qui reste ambitieux, mais à la fois conservateur. Un montant de cotisation stable par rapport à cette année 2018 de 1 220 000. On anticipe une légère baisse des produits exceptionnels et divers à 447 000 versus 552 000 l'année dernière, et un total produit en légère baisse de 5%, de 1 667 000 par rapport à l'année dernière, 1 752 000 de résultats. En ce qui concerne les charges, nous prévoyons une légère hausse des charges externes pour un montant de 815 000 par rapport à ce qui a été réalisé de 780 000 cette année. Des charges de personnel toujours maîtrisées, en baisse, et un amortissement légèrement en hausse après quelques investissements, pour un total de charges de 1 605 000 €, toujours ce
préoccupation de maîtriser les charges. On anticipe donc un résultat, là aussi, conservateur de 62 000 € par rapport aux 146 000 réalisés cette année. Merci beaucoup, Merci Olivier. Merci. Alors, on passe à la partie plus rapport économique, d'activité, morale, comme vous le souhaitez. Nous, on a voulu la rendre vivante et aborder les points successivement de ce que l'on représente en termes de secteur, de poids, en tant qu'industrie. Ensuite, la façon dont nous sommes, nous, organisés et comment on est proche de vous, les entreprises que vous êtes et qui composent en fait les entreprises du voyage. Ensuite, comment notre organisation est proche de vos attentes et peut-être parler aussi de l'attractivité de notre organisation. Et j'aborde donc le premier point, l'économie du secteur. Vous avez quelques chiffres que je vous laisse découvrir. À l'échelle mondiale, c'est quoi le secteur du tourisme? C'est quoi le secteur du loisir? Même un peu au-delà du tourisme. Donc, quand on regarde ça à l'échelle mondiale, bien sûr, une évolution. Quand on fait le point au niveau de la France, de la même façon, beaucoup d'entreprises, beaucoup de touristes, des perspectives d'évolution du nombre de touristes et de visiteurs très importantes, un volume d'affaires et donc une croissance importante. Au niveau de vos émissions, de ce que vous représentez en termes d'émissions de billetterie aérienne et de billetterie ferroviaire, des éléments qui nous laissent à penser évidemment et qui nous donnent à voir qu'on est dans un secteur très porteur, qui a pour caractéristique d'évoluer dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs. Donc quand même quelque part quelque chose de très positif pour nous, à nous de savoir faire notre place et d'en profiter. Un petit focus sur, je remercie Opodo de nous avoir donné quelques chiffres sur son baromètre. Ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement de consommation des voyageurs, des touristes, et de voir un petit peu quelle est leur évolution. Donc quand on regarde un peu tous ces chiffres, bien sûr, il y a encore des Français qui ne partent pas, il y a toujours des Français qui ne partent pas, mais ils partent de plus en plus souvent, de façon de plus en plus en city break, en alternant avec des séjours un peu plus longs et familiaux, soit dans la famille, soit évidemment par l'intermédiaire, notamment de nous, mais d'autres intermédiaires aussi. Notre enjeu, il est donc d'être pertinent à rester intermédiaire sur ce secteur, à continuer à apporter une offre qui réponde à l'attente des consommateurs. Et c'est un petit peu ce qui caractérise, je dirais, c'est un peu notre ADN, c'est d'être dans un secteur innovant, en total, tout le temps en progression, en innovation. On voit bien la digitalisation, la désintermédiation et la réintermédiation. Notre enjeu, vous les entreprises, c'est d'être encore sur ce marché dans 10 ans pour continuer à servir ses clients. Le nôtre, en tant qu'organisation, c'est de répondre à votre attente et de vous accompagner sur ce marché, dans cette évolution. Donc, ce qu'on va vous présenter, effectivement, c'est la façon dont on vous accompagne. Un petit focus sur le baromètre des entreprises que vous connaissez. Une année positive en 2018. Voilà quelques chiffres. Donc, plus 3% en nombre de passagers, plus 4% en volume d'affaires. On a effectivement le retour des pays qui avaient été un petit peu délaissés, même beaucoup suite aux événements du printemps arabe, et qui reviennent, alors avec une proportion très importante, mais il faut rester effectivement conscient que l'Égypte ou la Turquie, ce n'est pas encore des volumes très importants, mais en nombre et en progression, quand ils reviennent sur le marché, donc on est assez content, puisque ça concerne quand même des destinations qu'on est extrêmement nombreux à vendre, surtout pour les vacances d'été. Et puis, vous avez la tendance du premier trimestre 2019, donc plus 4,5% en nombre de passagers sur le premier trimestre, et les réservations pour le printemps et l'été. Donc, vous voyez que pour le moment, pour le premier trimestre, malgré les nombreux événements qu'on peut avoir en tête, qui viennent perturber un petit peu peut-être l'envie de consommer, le secteur du tourisme et notre intermédiation, puisque le baromètre le reflète, est plutôt assez positif sur ce premier trimestre. Alors, comment on est organisé pour répondre à ces enjeux? Comment on vous accompagne? D'abord, nous sommes tous une organisation proche de vous. Proche de vous, ça veut dire quoi pour nous? D'abord, un petit focus sur combien vous êtes, combien l'on est au sein de cette organisation.
On a essayé de vous montrer la façon dont évolue le nombre des adhésions au sein de notre organisation. Vous êtes aujourd'hui, enfin, on est sur le rapport 2018, mais on a pris des chiffres à ce jour, puisque c'est toujours un peu compliqué de parler en décalage. Donc aujourd'hui, on a 1628 adhérents. Vous avez en gris ce que ça représente en points de vente, donc sièges sociaux et points de vente. Vous voyez qu'il y a une belle progression et constante du nombre des adhésions. On est ravis de voir qu'on a une typologie d'adhérents différente. J'y reviendrai un peu plus tard sur les nouveaux adhérents. On a 300 adhésions nouvelles depuis le début 2018, 91 entreprises qui nous ont quittés. Quand on regarde un peu plus près les motifs de radiation, on est peu, je suis très transparente, on est à peu près sur une vingtaine d'entreprises qui ont décidé de ne plus adhérer pour des raisons qu'on essaye de comprendre, hein, mais qui décident de ne plus adhérer. Puis sinon, il y a certaines entreprises qui sont radiées d'Atout France, donc si elles sont radiées d'Atout France, évidemment, elles ne sont plus chez nous. D'autres qui sont vendues ou qui arrêtent leur activité, d'autres qui perdent leur immatriculation, comme je l'ai dit, ou d'autres qui décident de vendre à un groupe qui est déjà adhérent. Voilà, donc en gros, l'explication et l'évolution. Ces entreprises que vous êtes, en termes d'économie, représentent à peu près 85% du secteur du marché des agences de voyage. Donc nous sommes évidemment, je ne vais pas dire prépondérants, mais nous sommes l'interlocuteur, effectivement, quand on va voir les pouvoirs publics, on a une représentativité en termes de secteur économique. Alors, je vais venir sur comment on est proche de vous. D'abord, territorialement. Et ça, c'est un point important. Les régions, parfois on se dit, est-ce que les régions servent à quelque chose, quels sont leurs rôles, etc. On a un ancrage territorial fort. Je vois que certains s'amusent à regarder les photos. Certaines ne sont pas hyper récentes. Voilà. Mais moi, je lance un appel à ceux des présidents de région qui veulent changer leurs photos. Je ne me permettrai pas de le faire moi-même. Donc si vous souhaitez... Oui, je ne sais pas quelle est la raison, sûrement pas vieillir, mais en tout cas, moi, je ne prendrai pas la responsabilité de me mettre à dos les présidents de région. Donc sachez-le, je suis ouverte à toute proposition de modification de photos. Alors, qu'est-ce que c'est les régions? C'est quoi leur rôle? 9 régions, une Réunion et une Antilles-Guyane qui sont donc des Outre-mer, les autres sur notre territoire. Cette organisation des régions, elle a été refondue il y a quelques années pour être un peu plus recentrée et un peu plus cohérente. Alors c'est vrai qu'il y a encore des régions qui ont des territoires très vastes, et ça c'est un peu compliqué pour les animer. Je tiens à saluer vraiment les présidents de ces régions et le président des présidents de ces régions, Lucien Salemi, qui œuvrent vraiment dans les territoires pour animer le plus possible. J'ai écrit 150 bénévoles. Il faut avoir conscience du fait que, évidemment, dans une organisation comme la nôtre, tous ceux qui travaillent, à part l'équipe des salariés, des permanents, tous sont bénévoles. Donc, on compte sur la bonne volonté, l'engagement, la compétence, le talent. Vraiment, certains d'entre vous font des choses exceptionnelles. Tout le monde, d'ailleurs, essaie de faire des choses exceptionnelles. Ça marche plus ou moins parce qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, en fait, et ne pas se décourager. Mais vous avez des équipes en territoire qui vous aident. Ce qu'on attend de vous, évidemment, c'est de porter une parole un peu homogène sur les territoires, mais chacun avec vos différences. Donc ça, c'est déjà un enjeu important pour nous et pour vous. C'est de nous faire remonter et d'être proches sur le terrain des adhérents, parce que nous avons, nous, une relation aux adhérents directe, bien sûr, mais vous êtes sur le territoire et vous êtes la première porte d'entrée pour ces adhérents. Et pour venir récupérer et récolter d'éventuelles doléances ou demandes, et pour faire redescendre aussi, c'est une courroie de transmission entre le national et les territoires, et de faire redescendre les informations, les interrogations et les problématiques. Parce que parfois, on paraît, nous, on ne s'en rend pas compte au niveau national, parce qu'on pense à vous tout le temps, mais on paraît effectivement peut-être un peu loin quand on est à Paris et quand on est dans certaines régions. Je vais vous raconter une petite histoire rapide, puisque le président reviendra sur l'aspect engagement et lobbying, mais simplement sur les dernières séquences qu'on a vécues en termes de lobbying. Vraiment, de là où j'étais, c'est-à-dire on a travaillé sur des documents qu'on a envoyés à tous nos adhérents
et aussi par l'intermédiaire des présidents de région, eh bien, il y a une réaction extrêmement positive parce que les présidents de région ont renvoyé à leur tour à leurs adhérents sur leur territoire. Et il y a une chaîne, une vivacité, une réactivité absolument incroyable. Et moi, qui étais un peu aux commandes de tout ça, quand j'ai reçu, après avoir envoyé les documents au président de région, immédiatement, dans les 2 heures, un retour, mais en masse, hein, d'adhérents et des présidents qui avaient relayé, c'était vraiment être aux premières loges pour voir la vivacité du réseau que vous êtes, en fait. C'est vraiment un réseau et on est, je pense, dans une animation de réseau. Et les évolutions à venir, on y réfléchit ensemble, hein, puisqu'on fait des réunions ou des séminaires ensemble. C'est vraiment encore plus de réactivité, comment vous donner les moyens de encore plus vous servir en région. Ça fait partie des choses qu'on est en train de réfléchir. Vous donner des fichiers plus qualifiés de personnes à contacter en fonction des sujets. Donc voilà, on a je pense, un bel ancrage territorial. Nos moyens, c'est aussi, comment on est plus proche de vous, une équipe de salariés, nos moyens humains. Vous avez une photo là qui me paraît un peu, elle est très bien, puisque c'est le président qui l'a prise il y a quelques jours. Donc et alors moi j'ai un problème avec la ligne d'horizon, mais il paraît que c'est normal. Donc voilà, juste signaler que Pascal Saunier ne figure pas sur cette photo parce qu'il est actuellement souffrant, donc on pense à lui. Mais voilà, vous avez toute l'équipe des permanents. Je fais un petit focus sur les modifications depuis 2018. Donc Clémence, qui était au service juridique, est partie et on a recruté Guillaume Bordelais, qui est notre juriste. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'il fait, notre responsable juridique, Fabrice Frelot, qui s'occupe des services généraux. Nous avons un stagiaire qui accompagne Guillaume, Anne-Marie, que vous avez eu beaucoup pendant le congrès, Corinne, qui a beaucoup travaillé sur cette séquence d'aujourd'hui et sur le congrès, et donc je remercie vraiment pour son aide. Nadia Pavesi, que vous avez quand vous adhérez et qui s'occupe des nouveaux adhérents. Yveline Mescam, qui s'occupe essentiellement du service social et que vous avez en ligne souvent, et Catherine Buquet, qui est l'assistante du président, qui coordonne un peu les relations entre le président, vous et nous, l'équipe, et que je salue également. Alors, cette équipe, elle est à votre disposition. On essaie de professionnaliser encore plus la façon dont on est proche de vous. Le recrutement de Guillaume Bordelais, c'était un recrutement important, puisque pour terminer, je dirais que moi je suis maintenant secrétaire générale et j'ai remplacé Jean-Marc Rosé, qui est dans la salle, que je salue, qui garde des fonctions en nous représentant à l'ECTA. Voilà, donc l'enjeu pour moi, c'était, parce que voilà, le service juridique, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est du concret, c'est de l'aide. Donc le recrutement pour me remplacer était important. Et donc vraiment, je salue Guillaume qui, je crois, pour avoir vu 300 agences de voyage dans les 3 dernières semaines et avoir beaucoup discuté avec vous, répond à l'attente que l'on a. Et on essaie encore plus d'évoluer sur la plateforme juridique, parce que les questions sont de plus en plus pointues, de plus en plus techniques et dans des domaines différents. Donc on va aussi se perfectionner. Et Guillaume répond aujourd'hui à des questions que moi je n'avais pas il y a 5, 6, 7 ans, sur la propriété intellectuelle, sur l'image, sur le droit, etc., aux photos. Donc voilà, on sera dans cette dynamique de se perfectionner, et on a le plaisir également d'être un service juridique, on va dire, un petit peu dérivé de la PST, puisqu'on traite certaines de leurs questions. Et donc Guillaume travaille en collaboration avec le service juridique de la PST, et on est là pour répondre à vos questions aussi ensemble. Sur les moyens humains, j'ai envie de dire, nous avons notre organisme de formation commun avec la PST, qui en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Travel Pro Formation, animé par Sylvie Da Silva, donc que l'on remercie, et qui a une offre qui est aussi proche de vos attentes. C'est l'idée de la façon dont on vous accompagne. Alors, une organisation en phase avec les attentes des adhérents. C'est un peu la même chose, mais là, on va rentrer dans les choses un peu plus politiques et techniques. D'abord, vous présentez notre conseil d'administration que vous connaissez, mais vous le représentez. Jean-Pierre Masse, le président, qui dirige un peu tout ce monde. Le vice-président, Richard Soubiel, avec une présence du président du CETO, toujours à notre CA, René-Marc Chicly, et une présence d'Alix Philippon, la présidente de la PST,
qui est là également, et tout ce beau monde, surtout issu et représentatif de tous nos secteurs d'activité. Donc, on les a remis là. Ils sont issus, bien sûr, d'élections. Donc, cette année, nous, on est un petit peu tranquille et décontracté sur les élections, puisque nous, ce sera l'année prochaine. Cette année, une partie pour la PST. Donc, ces élus qui sont là pour prendre des décisions importantes, impactantes, se réunissent à peu près 7 fois par an. On a réduit un petit peu le nombre des réunions, mais on l'a rendu un peu plus en contenu, riche. Et avec le trésorier, bien sûr, qui est là, des représentants des régions, les présidents des régions, et des représentants de tous les secteurs que nous avons, du voyage d'affaires, de la distribution, de la production, du voyage en France. Voilà pour le CA. Ça, c'est juste une petite partie pour vous rappeler que nous sommes tous, toutes les entreprises trouvent leur place en notre sein, que l'on produise, que l'on distribue, qu'on le fasse on ou offline, qu'on soit dans le loisir ou l'affaire, qu'on soit dans l'individuel, le groupe ou l'événementiel, puisqu'il y a des nouveaux conseils qui ont été créés il y a maintenant 2 ans pour le MICE, pour le voyage en France, pour les voyages des jeunes, des conseils qui n'existaient pas de métier et qui, en fait, collent à la réalité. Mais tout ce travail-là, effectivement, c'est un travail qui permet d'être en phase avec vos attentes. On le réalise aussi grâce à l'aide des commissions techniques et des délégations. Des commissions techniques qui sont là pour réfléchir sur des sujets de fond, des sujets assez techniques. Donc on a la chance d'avoir des présidents qui président ces commissions et surtout des membres qui viennent siéger aux commissions et qui apportent leur expertise business, leur expertise en affaires, leur expertise dans ce qui concerne l'aérien, le juridique. Et j'ai eu envie de donner la parole à 4 d'entre eux, donc que je vais appeler à venir me rejoindre par cet escalier, s'il vous plaît. Valérie Sasset pour la commission transport, Charles de Vivy pour la commission des affaires sociales, venez me rejoindre par là, Isabelle Reich-Francis pour la commission juridique, et Benoît Crespin pour la commission digitale et innovation. Valérie, si tu veux prendre cette place-là. Les autres, si vous voulez venir avec moi, on va se mettre un peu sur le côté. Et on va laisser Valérie nous parler en 3 minutes de ce qu'elle souhaite nous dire sur sa commission. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Je voudrais vous parler un petit peu de nos travaux en 2018. D'abord, la commission transport s'est réunie environ 5 fois, plus exactement. Nous sommes à chaque fois une vingtaine de membres à participer à cette commission. Ça dure toute la journée, puisque nous avons vu la fusion de la commission Air et de la commission Rail. Donc on fait le matin pour l'aérien, l'après-midi pour le rail, et le midi, on discute de nos affaires internes. Je voudrais remercier Anne-Marie Moulet, qui en fait est mon support interne au niveau des entreprises du voyage pour l'organisation. C'est Anne-Marie qui organise, qui invite, qui prend les notes, qui me supporte au sens anglais du terme pour toute cette organisation. Notre mission, c'est d'essayer de déchiffrer ce qui se passe dans notre monde concernant le transport, les évolutions techniques, politiques, stratégiques de nos fournisseurs, les stratégies qui sont mises en place et qui parfois sont assez opaques pour nous. Donc on discute beaucoup, on invite des acteurs importants. Notre mission, c'est aussi de réagir lorsque nous pensons que notre économie ou notre raison d'être est mise en danger, de défendre la profession. Les grands sujets que nous avons abordés l'an dernier, ça a été le NDC, et particulièrement le NDC avec nos amis d'Air France, la surcharge GDS qui nous a aussi été présentée durant l'année,
les notions de PCI DSS pour la sécurité informatique, les grèves, à chaque fois qu'il y a des grèves, que ce soit particulièrement avec notre transporteur national ou la SNCF, on est sur le pont, on essaye, de vous informer avec nos fournisseurs, aussi de les informer le plus possible, et aussi de trouver un moyen de compenser la surcharge de travail. On a aussi beaucoup discuté des nouveaux modes IATA du New Gen ISS qui a été mis en œuvre, et de tout un tas de sujets. Il y a aussi toute une grande partie informative avec des comptes rendus de nos membres qui assistent aux APJC, de ceux qui assistent à l'ECTA. Donc on essaye de se tenir informé des modalités, en tout cas des prises de position et des dossiers discutés dans le cadre de l'ECTA. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi 2 sous-groupes au sein de la commission transport. Un qui est extrêmement actif et dynamique, c'est le groupe de travail SNCF, qui s'est réuni 7 fois en 2018 et qui travaille, lui, sur des points vraiment très techniques d'intégration de solutions. D'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'on nous rencontrons tous ces derniers temps des problèmes de facturation. Le groupe Rail est vraiment à pied d'œuvre pour travailler avec la SNCF pour essayer de trouver des solutions qui vont pouvoir nous aider à réconcilier nos ventes. On a aussi des invités. Nous avons invité en 2018 des GDS, Travelport, Sabre. Nous avons invité Jean-Pierre Sauvage, le président du BAR, pour qu'il nous parle un peu des compagnies aériennes et de leur stratégie. Nous avons invité des compagnies aériennes. L'an dernier, c'était Air Austral. Et puis, Patrick Xavier de IATA. On essaye toujours d'inviter des partenaires qui vont pouvoir nous édifier ou nous informer sur les grandes tendances ou les difficultés que nous rencontrons. Pour la partie SNCF, nous avons été particulièrement informés, nous avons travaillé sur la nouvelle gamme tarifaire, sur Ouigo, il y a eu aussi les grèves SNCF pour lesquelles on a été impliqué au niveau de l'information, sur la possibilité de mettre en place le direct fournisseur avec la SNCF, la liberté tarifaire des régions qui est arrivée un petit peu sans qu'on la voie venir. Donc c'est le fait que nous ne pouvions plus vendre des billets, nous ne pouvons plus vendre certains billets lorsqu'il s'agit de certaines régions, de TER. L'Eurostar, j'en passe, et des meilleurs. Donc beaucoup de sujets par rapport à l'aérien, à l'aérien et aussi au rail, pardon. Aujourd'hui, notre gros chantier, c'est la renégociation du contrat avec la SNCF. Le contrat actuel prend fin en fin d'année. Et donc, on est d'ores et déjà en train de négocier, en tout cas, on essaye de négocier un nouveau contrat avec la SNCF. Et comme je vous le disais, on s'affaire aussi à trouver des solutions pour les problèmes de facturation par rapport à la SNCF. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de nos travaux. Donc, encore une fois, notre mission, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre monde qui est extrêmement dynamique. Et nos partenaires ont parfois des stratégies qui sont tout à fait difficiles à comprendre pour la distribution. Notre rôle, c'est de défendre la distribution et d'essayer de trouver des compromis, des modes de fonctionnement dans cet écosystème assez compliqué. Les membres de la commission transport sont principalement vos acheteurs, donc vos collaborateurs qui négocient avec les fournisseurs les contrats. Ce sont les acheteurs soit des grands réseaux,
soit des TMC. On a aussi des agences indépendantes qui viennent à cette commission. On a les grandes agences online aussi qui participent et qui prennent part, surtout en ce moment, à nos discussions avec la SNCF. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Valérie, merci pour ça et merci pour ton engagement et le temps que tu donnes, puisque c'est beaucoup de temps. C'est une journée entière, tous les 2 mois, plus toutes les conférences calls qu'on a, etc. Donc vraiment merci. Benoît Crespin, est-ce que tu veux nous parler du digital et de l'innovation et de cette nouvelle commission? Oui, bonjour. Merci Valérie, merci Jean-Pierre de m'inviter ce matin à prendre la parole. Alors, c'est une position un peu plus délicate que celle de mes confrères, puisque la commission est toute nouvelle. Elle vient de se lancer. C'est une initiative qui a été portée par Valérie et par Jean-Pierre, avec l'idée de se dire il y a des acteurs qui sont online, il y a des acteurs qui sont offline, et des acteurs qui aident aussi les distributeurs plus classiques et les agences traditionnelles, comme on les appelle, à se digitaliser. Et il n'y a pas forcément un forum qui existe pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur des problématiques qui ne sont pas forcément abordées en commission de transport, qui ne sont pas forcément abordées en commission juridique ou autre. Et l'idée, c'était de créer une commission au sein de laquelle on puisse discuter de toutes ces thématiques-là. Alors cette commission, je vous l'ai dit, elle vient de se lancer avec une ambition qui est extrêmement forte, c'est de réunir tous les acteurs des entreprises du voyage, mais pas seulement. Et aussi l'ouvrir à des gens qui ne sont pas adhérents, des startups qui peuvent se dire, bah voilà, une organisation professionnelle, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce que je vais y trouver? Et de se dire, ces gens-là, c'est le futur de notre profession. Est-ce qu'ils vont trouver leur place au sein des entreprises du voyage? Et l'idée, c'est un peu d'avoir un produit d'appel, je dirais, pour parler en termes marketing et de les faire venir. La deuxième ambition qu'on a au sein de cette commission, elle est extrêmement simple, c'est d'être utile pour tous les usagers. De la commission, mais également les adhérents des entreprises du voyage, et de se dire comment est-ce qu'on peut former, comment est-ce qu'on peut accompagner sur les métiers du digital, comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur des problématiques, de se dire très bêtement, demain j'ai envie d'acheter des mots-clés sur Google, comment est-ce que je fais? C'est un métier, chez nous on a des spécialistes, chez d'autres acteurs il y a des spécialistes, comment est-ce qu'on partage cette expérience, ces best practices comme on dit, et comment est-ce qu'on vous en fait profiter? Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir oxygéner tout ça avec des acteurs qui vont être spécialisés, qui ne sont pas forcément des acteurs du monde du tourisme, et qui vont vous apporter leur expérience et leur expertise. Et puis la dernière chose, c'est de se dire on a des problématiques communes, on va devoir les défendre sur des problématiques du numérique. Et comment est-ce que ces problématiques, on est capable de les faire valoir, on est capable d'utiliser le levier que sont les entreprises du voyage pour dire bah, là-dessus on a quelque chose à dire. Il y a les états généraux du numérique par exemple qui ont été lancés. Est-ce que les entreprises du voyage ont quelque chose à dire? Est-ce qu'on a des problématiques qui sont communes? Est-ce qu'à contrario on décide qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne dit rien? Mais en tout cas, qu'on puisse en parler, qu'on puisse avoir ce forum. Et puis là encore, moi je vous invite à participer à cette commission, elle vient de se lancer, donc c'est aussi la vôtre. Et on sera très heureux de pouvoir vous y accueillir. Merci Benoît, merci beaucoup. Isabelle Reich, qui est présidente de la commission juridique, également présidente de la commission du voyage d'affaires. Donc, tout à la fois. Voilà, je te laisse la parole et tu nous parles de ce que tu souhaites nous dire. Je vais vous parler de droit, n'en partez pas. Donc, une ancienne commission, la commission juridique, donc effectivement, elle s'occupe du droit. On se réunit à peu près 8 fois par an, donc 2 fois en commun avec le CETO, puisque nos problématiques sont similaires. C'est une commission, évidemment, où on retrouve les juristes des adhérents, mais tous ceux qui sont également intéressés. On a, je dirais, 3 grandes missions. La première mission, c'est la veille. Regardez ce qui va nous tomber dessus, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, qui est de plus en plus important. Et essayer, évidemment, de faire valoir notre voix et nos arguments quand certaines législations nous touchent, soit de plein fouet, soit parfois les dommages collatéraux. La deuxième chose que nous faisons, bien évidemment, une fois que la législation a été votée, c'est de l'analyser, voir quels sont les impacts. Et enfin, nous essayons, une fois qu'on a analysé les impacts, de mettre tout ça en pratique, parce que le but, c'est quand même de vous aider, d'aider les adhérents, donc de faire des fiches pratiques, de faire des modèles de contrat, de répondre à vos questions, et de surveiller un petit peu comment tout ça évolue. Parce que vous savez que quand une loi est votée, elle évolue avec le temps, elle évolue avec la jurisprudence, donc on surveille ça de très près.
Donc voilà, donc cette année, vous avez dans la plaquette de l'Assemblée un petit peu les sujets sur lesquels on s'est penché. Donc cette année a été une année très riche, avec deux grands sujets. Évidemment, la nouvelle loi tourisme, la transposition de la directive sur les voyages à forfait. Je vais pas revenir sur la bataille que nous avons menée, que nous continuerons à mener sur la responsabilité de plein droit, qui est à nos yeux une surtransposition de la directive et un décalage par rapport à nos collègues européens. Mais il y a également un aspect pratique dans cette nouvelle loi tourisme. Ça change les contrats, ça change l'information précontractuelle, le droit des voyageurs. Donc tout ça se met en place petit à petit. Elle est applicable depuis juillet, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le deuxième grand thème cette année a été la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Alors des données personnelles, on est une des professions, sûrement avec les banques et les assurances, qui en manipulant le plus au jour le jour. Donc ça nous a touché de plein fouet, c'est pas fini. C'est assez lourd à mettre en place, c'est assez lourd à intégrer dans tous les projets, dans toutes les entreprises. Donc on essaie de rendre ça le plus pratique possible pour vous. Et on surveille bien évidemment ce qui va se passer et comment ce règlement va être appliqué et interprété en particulier par les tribunaux. Et on regarde aussi que nos partenaires, qu'il s'agisse des fournisseurs d'industrie ou d'autres, respectent bien cette législation. C'est la même pour tout le monde. Donc voilà, on a aussi travaillé sur, on a failli être le dommage collatéral de la directive sur la vente des assurances, qui évidemment réglemente la vente des assurances, mais on a essayé de faire valoir nos droits pour continuer à vendre des assurances de la façon dont nous le faisons sans avoir besoin de s'immatriculer. Nous regardons également en partenariat avec la commission transport un petit peu ce que font nos amis, les fournisseurs industrie, notamment l'aérien, NDC, la prise de frais sur les cartes de crédit, l'acceptation ou non des cartes de crédit. On regarde un petit peu l'aspect juridique de tout cela, parce que c'est très important pour nos métiers. Voilà, et en ce moment, ce qui nous occupe, c'est le Brexit. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas, c'est la seule chose. Mais ça aura un impact effectivement sur les voyages, ça paraît évident, mais au-delà de ça, sur la réglementation, une fois que le Royaume-Uni se sera détaché, s'il s'en détache de l'Europe. Donc beaucoup de choses à faire, à suivre encore pour cette année. Et j'espère qu'on rend le droit, j'allais dire, un peu pratique et un peu vivant pour vous. Voilà, merci. Merci Isabelle, merci beaucoup. Pour terminer, le témoignage de Charles de Villeville, qui est président de la Commission des Affaires sociales. Il faut bien avoir en tête que la présidence de la Commission des Affaires sociales, c'est un travail lourd, engageant, et surtout un travail de négociation avec les partenaires sociaux. Je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Valérie de m'avoir donné la possibilité d'intervenir devant vous aujourd'hui. Alors la Commission des Affaires sociales, elle a un autre nom, elle s'appelle la CPPNI. CPPNI, ça veut dire la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Elle a subi ces dernières années pas mal de transformations du fait de la succession de deux lois travail, celle de la loi El Khomri il y a 3 ans et la loi travail sous la présidence d'Emmanuel Macron il y a 1 an et demi. Et ces lois ont réduit le champ de négociation des branches et a confié de plus en plus de sujets de négociation aux entreprises et a gardé pour la branche des sujets essentiellement régaliens qui sont la convention collective, les salaires minimums de groupe, l'égalité homme-femme, enfin voilà, des grands sujets. Néanmoins, on a eu une activité assez forte et assez lourde en 2018 puisqu'on s'est réunis au moins une quinzaine de fois. Donc ces réunions, elles sont un peu particulières parce que vous avez des représentants des entreprises qui ne sont pas assez nombreuses. J'en profite pour vous passer un appel. Venez participer à la Commission des Affaires sociales ou envoyez un représentant, envoyez votre RH ou votre DRH si vous en avez. On a besoin de faire masse face à des organisations syndicales qui sont en face de nous, qui sont de plus en plus professionnalisées. Et quand vous avez une douzaine ou une quinzaine de représentants des organisations syndicales, toutes organisations confondues, eh bien, on a besoin de se sentir soutenu afin d'avoir une meilleure force de négociation. Ça, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. Donc ces réunions, elles se déroulent tous les mois, parfois 2 fois par mois. Et on a eu la chance en 2018
d'être accompagné d'Hervé Tillemont, qui représente le CETO et qui est à nos côtés pour ces négociations. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, les sujets qu'on a abordés cette année sont assez divers. On a parlé d'égalité professionnelle. On est en train de négocier un accord sur l'égalité professionnelle qu'on s'apprête à signer dans les semaines qui viennent, normalement. Il ne s'agit pas tant de parler d'égalité salariale en tant que telle, puisque aujourd'hui le cadre légal est suffisamment strict et pèse sur toutes les entreprises pour garantir une véritable égalité salariale, mais c'est plutôt dans une branche qui est fortement féminisée, c'est d'avoir une représentation assez proportionnelle des femmes, notamment dans les comités de direction. Plus on monte dans la hiérarchie dans nos entreprises, moins il y a de femmes. C'est un sujet qui est important et que ce futur accord sur l'égalité professionnelle a l'ambition de traiter. Et puis récemment, on a parlé des salaires minimums conventionnels. On va très probablement arriver à un accord. Vous aurez une communication assez dans les jours qui viennent. On fait face aujourd'hui à un défi particulier, c'est le retour de l'inflation et des augmentations du SMIC qui redeviennent à des niveaux importants. Elle a été de 1,5% cette année. Ça aura un impact sur les salaires minimums conventionnels dès le 1er avril. Et puis le gros sujet, je terminerai là-dessus, c'est la fusion des branches. Alors quand j'appelle fusion des branches, il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, on avait 3 conventions collectives. Une convention collective des permanents, qu'on appelle les agences de voyage, la principale, une convention collective des guides et accompagnateurs et une convention collective des guides et interprètes de la région parisienne. Dans la loi travail, il était prévu, et il est prévu, de passer de 750 branches à 250. Et de considérer qu'en dessous de 50 000 collaborateurs par branche, on est potentiellement une branche qui est susceptible de fusionner avec d'autres branches. Et donc, en discutant avec Valérie et Jean-Pierre, on a pris la décision d'engager un processus de fusion de ces branches pour éviter de se faire fusionner avec une branche avec laquelle on n'a aucune envie de se marier. On veut garder notre spécificité, garder la spécificité de nos métiers. Et pour ça, il fallait nous unifier, fusionner les 3 branches et déterminer des dispositions légales communes à l'ensemble de nos métiers. On a engagé des négociations il y a 1 an, c'est pour ça qu'on a eu autant de réunions, parce que c'est un sujet qui est très long, qui est très fastidieux. Il faut qu'on repasse toutes les dispositions, tous les articles de la convention collective et les toiletter, les nettoyer, les moderniser. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail. En ce sens, on a été aidé puisqu'on a eu 2 arrêtés de fusion administrative. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule et même convention collective sur le papier. Et tout le travail dans les mois qui viennent, ce sera de déterminer, de renégocier une convention collective unique dans laquelle on intègre les guides et accompagnateurs. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos RH, vos représentants à nos côtés, parce que Valérie et moi, on en a bien besoin, ça nous aide beaucoup. Et puis pour terminer, j'aimerais remercier Evelyne Mescam qui assure le secrétariat, et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Merci à tous et bonne journée. Merci Charles, merci à vous 4. Vous pouvez rejoindre votre place. Je vous remercie vraiment et vous pouvez voir le plaisir, en dehors du sérieux et de l'expertise qu'ils peuvent apporter, que l'on a, l'équipe des entreprises du voyage et moi-même personnellement, à travailler avec des présidents de commission hyper engagés et sur des sujets qui sont très souvent ardus. Alors, on ose le dire, une organisation attractive. On considère effectivement, et c'est les faits qui nous le démontrent, que notre organisation est de plus en plus attractive. Je vais essayer de vous faire un petit panorama. D'abord, le club des partenaires. Notre club des partenaires, nous avons des partenaires, nous avons plein de partenaires, j'y viens ensuite, mais le club des partenaires, c'est un certain nombre d'entreprises qui sont proches de notre ADN et qui ont choisi de s'engager encore plus dans le partenariat que l'on a avec eux. Alors, ils sont présents dans les événements que nous vivons ensemble. Simplement, on garde les partenaires que l'on a et on acquiert des nouveaux partenaires. Donc oui, on est attractif. Pour cette année, nous avons 2 nouveaux partenaires. L'école de formation, l'EPT, l'école pratique du tourisme, qui appartient
à l'Aftral, qui est une grosse organisation, une grosse entreprise de transport et de logistique. Donc partenaire qui a décidé d'adhérer à notre club des partenaires à la suite de notre événement à Madère, parce qu'il considérait que ça donnait vraiment une belle visibilité. Et puis c'est tout nouveau. Hier soir, j'ai eu la confirmation d'un nouveau partenaire qui est Orchestra. Donc vous connaissez l'outil B2B, la relation entre les producteurs et les distributeurs. Donc Orchestra voilà, devient un membre de notre club des partenaires. Alors, on a encore 2-3 idées pour compléter, on va dire, le tour de table des activités. Il y en a qui sont dans la salle, donc ils doivent se sentir visés. On a déjà commencé à discuter. Voilà, on espère pouvoir compléter par des activités, puisque un partenaire est sur un segment. Bien sûr, on n'a pas 2 partenaires sur le même segment d'activité. Notre écosystème, c'est également les autres acteurs, tous les autres. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus on se rend compte que notre cercle, notre périmètre s'élargit. Je parlais de loisirs au début. On a évidemment des assureurs, des loueurs, des offices de tourisme, mais maintenant on a la médiation. Je salue le médiateur qui est ici, Jean-Pierre Tessier, médiation du tourisme, et son secrétaire général Khalid El-Wardi, que j'ai bien connu, puisqu'il a travaillé longtemps avec moi. Et c'est vraiment, je pense, une des plus belles réalisations qu'on ait faites sur ces 10 dernières années, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche, qui est reconnu au niveau national, reconnu au niveau européen. On accueillait récemment le club des médiateurs cette semaine, je crois lundi, dans nos locaux, le club des médiateurs européens. Donc c'est vraiment très important et ça donne une belle image de notre profession. On a un partenariat en cours, mais on a une proximité de plus en plus réelle avec le Welcome City Lab, les startups, parce que ce sont des entreprises en devenir qui ont souvent des idées nouvelles et qui nous accompagnent sur l'accompagnement qu'on peut vous apporter, sur la façon dont on peut mettre en marché d'une façon différente. J'en profite pour dire que justement, dans les événements, nos temps forts, il y a le tourisme trophy, qui est donc une journée, un événement qui est consacré au partenariat et aux startups, puisqu'on demande à 10 partenaires de s'engager à produire, entre guillemets, un moment de cet événement. Je donne un peu de détails. Ça se passera le 28 juin prochain, donc on est ouvert à vos propositions. Si vous souhaitez sponsoriser un bateau, ça s'appelle une pinasse, qui traverse le bassin d'Arcachon, avec vos invités sur ce bateau, et une start-up qui va pitcher. Donc on a 10 start-up qui pitchent, qui nous racontent un petit peu ce qu'elles ont apporté. Il y a un concours avec un jury et on élit la start-up qui a gagné et qui est accompagnée pendant toute l'année par la banque HSBC qui est engagée et qui accompagne, par nous et par tous les partenaires qui sont présents. Donc je renouvelle mon appel pour cette journée qui se passera le 28 juin. Si vous avez envie d'y participer, Corinne Palomino, qui s'occupe un petit peu d'animer cette journée, est à votre disposition. Les rendez-vous juridiques, vous les connaissez. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui viennent aux rendez-vous juridiques ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent au congrès, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui dans la salle. Ça nous permet de toucher tous nos adhérents avec des événements différents, de différentes natures. Alors, un petit point, j'y tiens, sur nos nouveaux adhérents. On a décidé de vous faire défiler le nom de tous nos nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2018. Je voulais juste vraiment remercier vraiment sincèrement la présidente de la PST, qui avait, il y a quelques années, décidé d'offrir la première année d'adhésion aux nouveaux entrants garantis par la PST. Je sais que ces nouveaux entrants sont très bien accompagnés par l'association des seigneurs du tourisme que dirige Michel Messager. Mais en dehors de cet accompagnement en tant qu'entrepreneur, nous, le fait de leur offrir cette adhésion chez nous, ça nous apporte. On est là pour vous représenter, mais vous êtes nos clients. On vit par vos cotisations. Donc on a, pour cette année par exemple, eu 200 nouveaux adhérents qui ont été chez nous des nouveaux adhérents. Et je me suis rendu compte que souvent, quand on leur demande de payer l'adhésion l'année d'après, c'est ce que j'ai remarqué cette année, ils n'ont pas forcément conscience d'avoir eu le droit, ou en tout cas d'avoir eu recours à nos services. Donc on a personnalisé cette année notre lien avec eux.
On leur a, en même temps qu'on leur a adressé une année de cotisation à moitié prix pour la première année où ils payent, rappelé qu'on était à leur disposition. On ouvre nos portes le 6 juin prochain. On va envoyer une invitation à tous ces nouveaux adhérents pour qu'ils viennent au siège. Le président va les accueillir avec moi. On va leur présenter nos services. Et j'ai dit à Guillaume Berdelet, le juriste en chef, que je souhaitais que ces nouveaux adhérents aient tous un rendez-vous juridique avant la fin de l'année pour qu'ils puissent se rendre compte de la valeur ajoutée. Et on est convaincus, évidemment, qu'ils ont besoin de nous pour ce faire. On a décidé de donner la parole à trois nouveaux adhérents de l'année. Alors, pas forcément des nouvelles entreprises, mais 3 nouveaux adhérents pour témoigner de leur volonté, de ce qu'ils font et de la raison pour laquelle ils souhaitent adhérer ou, excusez-moi, pour la raison pour laquelle ils nous ont rejoints et ils ont adhéré à notre organisation. Hugo Bazin, diplômé de l'ESSEC et de l'ESCP, directeur général et surtout cofondateur de Tic Tac Trip. Alors Tic Tac Trip est une plateforme de réservation pour tous les trajets terrestres. Ça comprend le bus, le train, les navettes et le covoiturage. Nous proposons également des trajets intermodaux, donc composés de plusieurs moyens de transport. Nous travaillons en B2C et en B2B. Donc en B2B, nous permettons à des partenaires, des acteurs du tourisme de proposer de vendre à leurs clients les moyens de transport que nous avons agrégés. Alors l'adhésion aux entreprises du voyage s'est faite naturellement puisque nous étions parrainés par l'APST et du coup la première année d'adhésion nous a été offerte. Ensuite nous avons renouvelé il y a à peine un mois pour une deuxième année. Alors nous avons récemment fait appel aux entreprises du voyage, notamment sur la partie expertise juridique, conseillée notamment par Guillaume Berdelet, qui a été très utile sur tout ce qui a été RGPD et notamment la loi LOM qui est mise en place. Adhérer aux entreprises du voyage, c'est bénéficier d'un réseau et d'une expertise sur tout le milieu du tourisme et du voyage. J'ai 13 ans d'activité dans le secteur du tourisme, du technique, de la production et du management. Il y a quelques mois, on a décidé avec mes associés de monter un théogroupiste, LVE Travel, les voyages épicuriens. Chez LVE Travel, nous créons des voyages pour des groupes constitués et des GIR en B2B et B2C. Et nous faisons en sorte d'avoir une touche épicurienne dans chacun de nos voyages. Grâce au réseau obtenu en adhérant aux entreprises du voyage, nous avons pu facilement monter notre structure et avoir le conseil et l'aide des autres adhérents et des professionnels du tourisme rencontrés lors des différentes conventions des EDV. Grâce à la PST, nous avons intégré les entreprises du voyage. Je suis moi-même administratrice des EDV Île-de-France avec Lionel Rabier. Pour moi, à ce jour, les EDV sont le meilleur moyen d'obtenir un réseau dans le secteur du tourisme et facilitent et aident les jeunes entrepreneurs à monter leur société. Ils sont présents quotidiennement pour répondre à nos problématiques que nous pouvons rencontrer. Bonjour, Guillaume Linton, depuis 14 ans chez Asia et depuis septembre 2018, président d'Asia. Asia, nous sommes le tour opérateur spécialiste de l'Asie, du Moyen-Orient et du Pacifique depuis près de 33 ans, depuis 85, et on fait voyager pas loin de 30 000 clients français par an vers nos destinations. Après 10 ans d'absence, je suis très heureux de faire revenir Asia aux EDV. Nous sommes très présents au sein du CETO, bien évidemment. Il était très naturel qu'Asia soit également présent aux côtés des entreprises du voyage, aux côtés de Jean-Pierre et de Valérie, puisqu'il y a des vrais défis à relever dans la profession, qui concerne les tours opérateurs, les distributeurs, un défi économique bien sûr, mais également un défi réglementaire, un défi écologique. Donc il est important qu'on soit unis ensemble pour faire avancer ces chantiers. L'expérience récente d'Asia avec les EDV, c'était au congrès de Madère, en début d'année.
Expérience très enrichissante, puisque beaucoup d'échanges très constructifs avec les différents acteurs de la profession. Donc très naturellement, j'ai embrayé pour pouvoir derrière faire à nouveau adhérer Asia aux EDV. Plus que jamais, l'union fait la force, nous faisons le plus beau métier du monde. Donc pour le faire vivre, soyons unis, ensemble pour faire avancer nos chantiers. Alors, je vais vous livrer les résultats qu'on m'a communiqués concernant les votes sur l'approbation des comptes. Donc, votant 215, par correspondance, sur place 44, au total 259. Pour la résolution numéro 1 concernant l'approbation du rapport moral, 249 pour, 10 abstentions. Concernant la résolution sur l'approbation du rapport financier, 248 pour, 11 abstentions. Et concernant enfin le quitus donné aux administrateurs, 250 pour, 9 abstentions. Et enfin, concernant l'approbation du budget pour l'exercice 2018, 247 pour et 12 abstentions. Voilà pour ce qui concerne la partie financière. J'arrive presque à la fin. Juste mon petit mot de la fin. 2-3 points que je souhaite partager avec vous sur quels seront nos sujets importants pour 2019. Une partie très technique, les présidents de commission en ont parlé. Nous avons, j'en profite parce que vous êtes là et on sait que vous n'avez pas tous forcément saisi le fait qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour IATA au 1er juillet 2019, notamment ce qu'on appelle le New JAI ANSS qu'a évoqué Valérie. Ça, c'est, donc je vous recommande vivement, nous allons mettre des formations à votre disposition en mai et juin pour vous familiariser, mais des formations sont déjà proposées par IATA. Vraiment, intéressez-vous à la question, c'est très important. Nous sommes en train de revoir le contrat SNCF. Je ne vais pas vous en donner, évidemment, la teneur, mais c'est des choses qui vous impacteront. Je dirais que, pour terminer, je voudrais vous dire que, en gros, pour 2019, ce que je voudrais, c'est qu'on améliore, qu'on accroisse encore notre organisation concernant le lobbying. Nous sommes accompagnés par un cabinet qui est représenté par Georges Famine, qui est le seul, d'ailleurs, je crois, dans ce cabinet, qui nous accompagne. C'est son cabinet de lobbying. Moi, je me rends compte que c'est vraiment un volet qu'on n'avait absolument pas auparavant, qui prend de l'ampleur, qui est très important et qui marche parce qu'on est ensemble. À PST CETO, on fait absolument toutes les démarches ensemble. Et ce que je vois, c'est que moi, je travaille avec certaines entités et notre cabinet, mais ce que je remarque au fur et à mesure, c'est qu'on a des adhérents eux-mêmes qui sont des adhérents assez importants, qui ont eux-mêmes leur cabinet ou qui ont des chargés d'affaires publiques et qui ont des sujets. Donc, je pense que cette année, il faut qu'on fasse quelque chose d'encore plus regroupé et plus cohérent pour qu'on soit encore plus efficace sur ce point. L'autre point que je veux aborder avec vous, c'est celui du réceptif, c'est de la vente de la France aux étrangers, aux Français. Mumtaz Teker s'occupe du Conseil du voyage en France. On a vraiment la volonté de structurer un petit peu les choses, de pouvoir avoir un observatoire qui explique combien d'entreprises on est dans ce secteur, combien on représente en termes de volume d'affaires, parce que c'est quelque chose qui parle aux politiques. Quand on voit les politiques, la chose qui les intéresse, bien sûr, c'est qu'est-ce que vous vendez et comment vous vendez la France. Donc il faut absolument qu'on arrive à organiser un peu mieux ça, et je vais m'appuyer sur certains d'entre vous qui sont très engagés. Ce n'est pas la même problématique à Paris et la même problématique en région, mais c'est à faire. Enfin, pour terminer, on a un vrai sujet avec le conseil d'administration, c'est l'attractivité, l'image que l'on a, l'image de l'agence de voyage qu'on veut mettre en avant, donc d'une façon évidemment professionnelle. Donc on est en train d'y réfléchir. On fera une action cette année, le président va vous en parler. Et l'image des métiers, des gens qui travaillent dans les agences. On a une image qui est assez souvent passéiste, d'agents de comptoir. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une profession où il y a plus d'expertise en termes de digitalisation, de compétences multiples, etc. Donc on va travailler sur cette image parce qu'on a besoin de recruter et que c'est un problème dans notre secteur. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre Mas maintenant. Je vais vous remercier pour votre attention et je vais le remercier pour m'avoir confié ce poste il y a 8 mois et que j'ai beaucoup de plaisir à occuper. Voilà, merci.
Parfaite, absolument. Donc moi j'ai une contrainte, c'est celle de comprimer le temps. On devrait déjà avoir laissé la place à la PST depuis 5 minutes. C'est pas ça? Ah, on a commencé en retard, ouais, d'accord. C'est la PST qui est responsable du fait qu'on ait commencé en retard. Voilà. Je vais donc essayer de vous dire quelques mots sur ma vision de la profession et ma vision des évolutions de la profession. Je pense que nous sommes solidaires et responsables. Et il faut marcher sur deux jambes. On ne peut pas arrêter d'être solidaire et on ne peut pas imaginer de n'être pas responsable. Nous sommes solidaires, nous l'avons prouvé cette année, Valérie l'a rapidement évoqué tout à l'heure, nous l'avons prouvé lors du projet de soumettre aux charges sociales les aides versées par les comités d'entreprise aux salariés pour leurs vacances. Vous vous rappelez de ça? Une volonté du gouvernement de faire un petit peu d'argent, de faire de la recette fiscale en soumettant ces aides aux charges sociales. Nous nous sommes organisés, mais vraiment j'ai l'impression qu'on s'est organisé comme s'organise une troupe. On s'est organisé pour intervenir auprès des élus, des députés notamment, de façon très stricte, avec une solidarité qui a concerné à la fois, où sont très fortement impliqués le Conseil du voyage des jeunes, qui est présidé par Jean-François Michel, qui est ici, dans lequel s'est impliqué également très fortement, avec beaucoup d'efficacité, Sylvain Lamant, le président du CEAG, du Conseil des groupes, des groupistes, et puis dans lequel vous vous êtes tous impliqués, et c'est ça qui a fait notre efficacité, en étant le relais d'un seul message de ce que les politiques appelleraient des éléments de langage. On a gagné. On a fait reculer le gouvernement. Il n'a pas taxé les aides versées par les comités d'entreprise aux salariés pour leurs vacances. On a gagné provisoirement. Ça va revenir. Une recette fiscale, c'est toujours... ça va ressortir. Mais pour l'instant, on a gagné. Donc on a gagné parce qu'on était solidaires, on a porté le même message, nous tous, professionnels, même message avec les associations, l'UNAT, même message également avec les syndicats de salariés qui avaient les mêmes intérêts que nous. Donc message unique, parole unique, efficacité. Merci. Merci. Non, mais ça, comme on ne gagne pas toujours, ça fait plaisir aussi. Second sujet dans lequel on a exprimé notre solidarité, c'est sur cette transposition de la directive européenne sur les voyages à forfait. Vous en avez parlé, sur la responsabilité de plein droit. On a été d'un très grand professionnalisme, vraiment une troupe organisée. Valérie le disait, vous êtes intervenus auprès de vos élus pour qu'ils portent notre parole et pour qu'ils portent notre parole qui était juste. C'est ainsi qu'on a eu au Sénat comment ça s'appelle? Je cherche le mot. Un amendement, voilà. Merci, monsieur le sénateur. Un amendement qui a été signé par 150 sénateurs à l'Assemblée nationale, un amendement qui a été signé par une centaine de députés. Donc 150 sénateurs, 100 députés qui se sont intéressés à nos métiers. C'est des métiers qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils ne connaissaient pas les enjeux. Alors je vais vous projeter quelques propos qu'il y a eu aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Vous verrez que dans nos deux grandes assemblées, on a parlé pendant longtemps des agences de voyage. On y va ? Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'article 71 procède à la ratification d'une ordonnance et il procède donc à une surtransposition de la directive européenne voyage à forfait, qu'on appelle plus aisément la DEVF. Cette directive prévoit un niveau de responsabilité pour non-conformité avec le contrat de l'organisateur ou du détaillant d'un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en responsabilité de plein droit. Ainsi, l'agence de voyage est responsable de tout et de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues selon les organisations représentatives des professionnels du voyage. Il en découle donc un écart de réglementation substantielle avec les 27 autres États membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français. Ce qui est intéressant, beaucoup de choses ont été dites, mais cette directive-là, il faut lire son article 4, celle sur, bien sûr, encore une fois, la vente de voyages à forfait. Il est indiqué que les États membres
s'abstiennent de maintenir ou d'introduire dans leur droit national des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive. Donc très clairement, le législateur européen nous dit voilà une directive qui doit s'appliquer de la même façon sur l'ensemble des États de l'Union, ce qui est déjà le cas. La France a fait un autre choix. Cette disposition pénalise l'entreprise française. C'est le voyagiste qui est... Mais si c'est ça, pardon, mais c'est exactement ça. C'est le voyagiste qui est responsable et le client n'a pas à apporter la preuve qu'il a été floué par le voyagiste. On va aller vite dans la discussion, puisqu'il y a toute une série d'amendements identiques. Des professionnels du tourisme. Et donc moi, je ne peux qu'inviter le gouvernement à prendre en considération ces amendements qui sont issus de tous les bancs de notre Assemblée. Merci. Adoptée par le Sénat, c'est une disposition qui vise donc à supprimer la responsabilité de plein droit des agents de voyage et tour opérateurs français, et afin qu'ils soient soumis à la même responsabilité que leurs voisins européens. Merci, Monsieur le Président. Dans la ratification qui nous est soumise, on est allé au-delà, le gouvernement est allé au-delà en incluant une responsabilité de plein droit qui, je dois le souligner, existait de façon traditionnelle dans le droit français. Je suis défavorable à ces amendements parce que je tiens à ce qu'on rétablisse la responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent des forfaits. Alors, je ne vais pas être cruel avec Bruno Le Maire, mais je pourrais l'être. Quand au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, il a expliqué ce que c'était que pour lui la responsabilité de plein droit. Au Sénat, il a dit, quand un voyagiste vous vend une chambre vue mer et que vous êtes vue parking, il est évident qu'il faut que l'agence de voyage soit responsable. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité de plein droit. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est la responsabilité élémentaire que nous ne discutons pas des agences de voyage. Ça n'a strictement rien à voir. La responsabilité de plein droit, je lui avais pourtant expliqué, c'est le pianiste qui se coince les doigts dans une porte lors d'un voyage à forfait vendu à l'étranger, et l'agent de voyage qui a vendu le voyage est responsable du fait que le pianiste s'est coincé le doigt dans une porte. Donc, je pensais qu'arrivé à l'Assemblée nationale, il comprendrait mieux. À l'Assemblée nationale, il a pris l'exemple suivant. Quand, vous comprenez, il faut garder cette responsabilité de plein droit, parce que quand un agent de voyage vous vend un billet d'avion en classe affaires et que vous vous retrouvez à l'arrière de l'avion en classe économique, il faut qu'il soit responsable. Donc ça n'a absolument rien à voir. On a un ministre de l'économie et des finances qui ne comprend rien. Après, surtransposition ou pas surtransposition. Alors vous allez avoir un très bref passage, Bruno Le Maire et le ministre et sa secrétaire d'État Pannier-Runacher, avec leur vision sur le fait qu'il y ait surtransposition ou pas surtransposition. Écoutez, un grand moment. D'abord, je considère qu'il n'y a pas de surtransposition de la directive. C'est une surtransposition assumée par rapport à la directive. Donc le discours de la part du gouvernement est un petit peu fluctuant. On a à l'Assemblée nationale, au Sénat, Bruno Le Maire qui dit ce n'est pas une transposition de la directive, et on a à l'Assemblée nationale la secrétaire d'État qui dit c'est une transposition assumée de la directive. Donc ce que je disais, c'est que ce serait bien qu'ils se mettent d'accord avant de venir nous trouver, qu'ils soient solidaires, ce serait encore mieux, ce ministre et sa secrétaire d'État. Donc sur ce sujet-là, la transposition de la responsabilité de plein droit, la transposition de la directive européenne, j'ai envie de dire, on a perdu, je crois que c'est pas compliqué, on a perdu. Aujourd'hui, on va se battre sur le terrain de la surtransposition et le terrain de la Cour de justice des communautés européennes. C'est une demi-défaite parce qu'on a eu quand même un amendement qui a été voté contre la volonté du gouvernement et qui limite la responsabilité de plein droit des agences de voyage et qui notamment exclut cette responsabilité lorsque le dommage est consécutif à une faute commise par la victime. Donc on n'a pas totalement perdu, mais on est loin quand même d'avoir gagné. Je vous disais également que nous étions solidaires et que nous l'avons prouvé. Nous sommes également responsables. On le voit avec la responsabilité de plein droit. On n'a pas peur d'être responsable. C'est quelque chose d'essentiel pour nous, de structurant même pour notre activité. Et on aimerait parfois que nos partenaires aient le même niveau de responsabilité. Aujourd'hui, je suis atterré par la lourdeur de IATA qui refuse la responsabilité des compagnies aériennes au cas de défaillance.
IATA est un organisme extrêmement tatillon qui passe son temps à créer des obligations complémentaires, des lourdeurs pour les agences de voyage, qui impose aux agences de voyage une responsabilité avec la fourniture de garanties financières, qui réduit les délais de paiement, qui harcèle, on peut le dire, d'un côté, et qui, de l'autre côté, dit « nous, on n'a aucune responsabilité, on est totalement irresponsable ». Alors, à cette attitude de IATA s'ajoute une forme d'arrogance de leur part, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune considération, ou une considération très faible, quand ça les arrange, pour les distributeurs. Donc, ce à quoi on va arriver sans aucun doute, c'est l'obligation pour les compagnies aériennes de constituer... Vous voulez me changer de micro? C'est à cause de moi que ça ne marche pas les images? Non, c'est le micro qui a un petit bug. Non, c'est le micro qui a un petit bug. Voilà. Je vous disais donc que ce qui risque d'arriver sur les compagnies aériennes, c'est une obligation de constituer un fonds de garantie solidaire. Je trouve que c'est une absurdité, ce fonds de garantie solidaire. Je n'y suis personnellement pas favorable parce que ça va obliger les grandes compagnies qui sont en bonne santé de financer un fonds qui servira à couvrir les défaillances des petites compagnies qui leur piquent des parts de marché et qui sont en mauvaise santé, qui ont des structures de prix, des structures de fonctionnement qui les rendent en mauvaise santé. Donc, c'est pas sain d'arriver à ça. Et le meilleur moyen serait qu'IATA impose à ses membres une garantie en fonction de leur capacité, de leur état financier, comme ils le font pour les agences de voyage, une garantie pour couvrir leur éventuelle défaillance. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vois que Patrick Xavier prend des notes. Je pense, je ne désespère pas de faire évoluer la pensée d'IATA, mais c'est difficile. Hein, c'est pas très simple. Donc je ne reviens pas sur l'évolution des critères. Mais enfin, alors de temps en temps, on obtient quelque chose. On a obtenu la suppression du critère EBITDA négatif, qui servait à rien, qui était totalement inutile, qui était juste pour emmerder le monde. Hein. Donc ce critère a été supprimé. Pour ceux qui ont eu en 2018 un EBITDA négatif, je vous rappelle qu'il vous faut fournir vos comptes à IATA, télécharger vos comptes entre le 1er et le 30 juin. Pour 30 juin parce que c'est la date limite, après le 1er pour que vos comptes soient examinés au vu de ces nouveaux critères supprimant l'EBITDA négatif. Et puis on a eu une seconde toute petite victoire, mais victoire agréable, c'est qu'on a obtenu que la PJC, qui est l'organisme qui réunit les agents de voyage et les compagnies aériennes dans le cadre de IATA, que la PJC France soit présidée par un agent de voyage, par une agent de voyage. C'est Isabelle Reich qui préside la PJC France. C'est la première fois en France qu'un agent de voyage préside cette APJC. Ceci dit, ça ne va pas révolutionner le monde. Oui, bravo Isabelle. Ouais. Donc nous sommes responsables, je vous le disais, nous sommes responsables également à l'écart de notre écosystème, et notre responsabilité, mais vous l'avez vu, c'est d'ouvrir les fenêtres, c'est d'accueillir, c'est d'être plus ouvert, d'être plus généreux. Aujourd'hui, dans notre environnement, il y a des blogueurs, des influenceurs, des coachs, des nouveaux acteurs. Il y a deux façons de les traiter. La première façon, c'est de dire « nous, on n'a pas fonctionné comme ça, circuler, il n'y a rien à voir ». Et ils vont faire leur boulot tout seuls, ils vont faire leur boulot sans nous, ils vont faire leur boulot à côté de nous. La seconde façon, c'est celle que nous avons adoptée, c'est de les accueillir, d'être ouverts, généreux, de dire vous faites partie d'un écosystème, d'une communauté, bienvenue dans cette communauté. Dans cette communauté, il y a des règles, comme dans toutes les communautés, des règles de comportement. Ces règles, par exemple, c'est l'obligation d'être immatriculé lorsque l'on vend ou lorsque l'on offre à la vente des voyages, des forfaits. Eh bien, il faut que vous respectiez ces règles, et dans la mesure où vous les respectez, nous sommes heureux de vous recevoir avec nous et de faire évoluer nos métiers. Et ça, c'est une forme de responsabilité. Nous sommes responsables également à l'égard de nos futurs collaborateurs. Il faut rendre notre métier, Valérie l'a très bien dit, nos métiers attractifs. On est en train de le faire. Je pense qu'il faut que le métier d'agent de voyage devienne plus séduisant que ce qu'il était, notamment à l'égard des jeunes. Nous sommes responsables au niveau des évolutions, et on l'a vu avec Benoît Crespin d'Odigeo qui nous a parlé de la commission digitale. Et moi, je trouve que c'est vraiment du dynamisme de notre institution. Et nous sommes responsables également de communiquer. Vous l'avez vu, avec nos résultats financiers nous permettent maintenant de pouvoir communiquer. Nous allons pouvoir communiquer, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pour parler
à ceux qui ne nous connaissent pas, ne nous ont jamais connus, ou à ceux qui sont partis de chez nous, aux déserteurs. Alors ceux qui ne nous ont jamais connus, ce sont ceux qui sont nés à partir de 1990-1995, les millennials. Ils ne savent pas que nous existons, ils ne savent pas que nos métiers existent. Il faut les amener à rentrer dans leur environnement. Il faut que nous rentrions dans leur environnement. Et pour ça, il faut y rentrer avec leur vocabulaire, avec ce qu'ils consultent, ce avec quoi ils vivent. C'est-à-dire, c'est avec un discours décalé sur les réseaux sociaux et certainement pas avec des publicités à la télévision. Donc, réseaux sociaux, cible millennials. Deuxième partie que nous viserons cette année en termes de communication, ce sont les déserteurs. Ceux qui nous ont connus, qui ont entre 55 et 80 ans, qui sont partis, qui sont devenus de très bons experts d'Internet, qui organisent eux-mêmes leur voyage et sont persuadés qu'en organisant eux-mêmes leur voyage et en y prenant du plaisir, surtout lorsqu'ils sont à la retraite, ils peuvent faire aussi bien que nous. Et bien cela, il faut essayer de les ramener vers nous avec notre expertise, notre responsabilité, notre savoir-faire. Le discours n'est pas le même que le discours pour les jeunes. Les médias utilisés ne sont pas les mêmes que les médias pour les jeunes. Et je reviens enfin sur le dernier niveau de responsabilité. Vous le savez, et je terminerai par cela, vous le savez, le transport aérien est aujourd'hui montré du doigt pour sa contribution à la production de CO2 et au réchauffement de la planète. Nous sommes responsables de l'avenir de la planète pour nos enfants, tous individuellement. Et montrer du doigt, le transport aérien va être fustigé. On va assister à une Dieselgate, une Transport Airlines Gate, comme on l'a vu, comme a été fustigé le diesel. Notre intérêt n'est pas que le transport aérien soit fustigé, parce qu'au-delà du fait qu'il soit la cible du réchauffement planétaire, il contribue à 3% du réchauffement planétaire, exactement comme le transport maritime, beaucoup moins, 6 fois moins que l'automobile. Mais il y a moins de passagers dans les avions que dans les voitures. Donc, pour éviter qu'il soit... la réaction des gouvernants, et on sent que c'est chaud, hein, c'est très chaud, bouillant même, la réaction, si je puis dire, la réaction des gouvernants aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, on va taxer le kérosène. Alors, les compagnies aériennes se retranchent derrière la Convention de Chicago 1944. Et ils disent, hop là, on ne peut pas taxer le kérosène, on a la Convention de Chicago qu'on a signée en 1944, et elle s'applique toujours. En 1944, on ne parlait pas de réchauffement climatique, on ne parlait pas de CO2. En 1944, on sortait à peine de la Deuxième Guerre mondiale, et on parlait essentiellement de l'essor, du développement, de faire du transport aérien un transport aérien mondial, et de le démocratiser. On était très très loin de la production de CO2. Donc, la convention de Montréal, derrière laquelle, de Chicago, pardon, derrière laquelle campent les compagnies aériennes, elle ne tient pas. Elle est construite sur une base qui n'a plus de valeur aujourd'hui. Donc, taxation du kérosène, c'est une très mauvaise méthode parce que ça va cibler essentiellement les compagnies qui sont sur le territoire national, sur le territoire sur lequel le kérosène est taxé. Et ça va créer des disparités de concurrence. Deuxième possibilité, très tentante, taxer le passager. On va dire, eh bien, puisque les compagnies aériennes produisent du CO2, on va mettre de très lourdes taxes sur les passagers. Double inconvénient. Le premier, c'est que ce ne sera pas ciblé vers l'absorption du CO2. Ça ne fera rien en matière, ça n'aura pas d'effet, ça ira dans le budget général de l'État, mais ça n'aura pas d'effet en matière de réchauffement climatique. La seconde conséquence, c'est que si la taxe est très lourde, eh bien, ça diminuera le nombre de passagers dans les avions. C'est l'objectif des écolos punitifs. Aujourd'hui, il y a une tendance qu'on a bien vue en Suède d'écologie punitive. Il faut sanctionner les passagers des avions, les empêcher de monter dans les avions par le prix, de manière à réduire le nombre de passagers dans le nombre d'avions. Cette écologie punitive, elle sera punitive pour notre secteur d'activité également. Elle ne peut pas être neutre pour notre secteur d'activité. Et puis, on peut avoir une position sociétale sur ce sujet-là. Tout ce qui va à l'encontre de la démocratisation du droit aux vacances,
On peut se battre contre. On s'est battu, je le disais tout à l'heure, l'aide aux vacances. Il faut se battre contre ce qui va à l'encontre de la démocratisation du droit aux vacances, ce qui va à l'encontre d'un transport aérien sélectif réservé aux riches. On peut se battre contre parce que le transport aérien, c'est ce qui permet aux hommes d'échanger, de se connaître, de partager. C'est certainement un facteur de paix, c'est un facteur d'échanges familiaux, c'est un facteur de développement économique. Le transport aérien, le voyage de façon générale, ça crée des emplois, ça fait manger des gens, en France bien sûr, en Europe bien sûr, mais aussi partout dans le monde. Et dans certains pays, on l'a vu, où lorsque le tourisme s'étiole, eh bien c'est les intégristes qui prennent la place parce qu'il y a des familles, des populations entières qui n'ont pas de quoi se nourrir. Donc on a des arguments pour se battre. On ne peut pas, il faut se battre contre la taxation, il faut se battre, il faut se battre pour une méthode qui soit une méthode écologiquement correcte. Et ma volonté, ce serait de convaincre les compagnies aériennes et d'amener les compagnies aériennes à ce que l'on pourrait appeler une contribution planète qui compenserait, qui serait un engagement de leur part, de toutes les compagnies aériennes, alors en France, en Europe, et pourquoi pas dans le monde, pourquoi ne pas rêver, un engagement de leur part à compenser leur production de CO2. Alors évidemment, les compagnies aériennes disent « Ouh là là, c'est dangereux ça, hein. Si on compense notre production de CO2, ça va faire monter les prix. » C'est pas plus que ça. Pas plus que ça. 1 heure de vol en A380, si on veut absorber le budget d'absorption du CO2 d'une heure de vol en 380, c'est 20 tonnes de CO2, 25 tonnes de CO2, c'est de l'ordre de 500 €. C'est supportable pour une compagnie aérienne, 500 € l'heure de vol. Même si ça se... Et puis ça doit intégrer les coûts de fabrication, au même titre que les salaires, que l'amortissement des avions, que le carburant. Eh bien, on doit intégrer, les compagnies aériennes doivent intégrer l'absorption, l'obligation d'absorber le CO2. On va se battre là-dessus, on va se battre parce que ça évitera des solutions qui seront beaucoup plus dures pour notre industrie, beaucoup plus dures pour notre secteur et beaucoup plus injustes. Et puis on va se battre parce que si les compagnies aériennes le font, il n'y a pas de raison pour que les autres ne le fassent pas. Le train, la voiture, etc., tous les transports, si tous les transports absorbaient le CO2, eh bien on réduirait considérablement l'effet de réchauffement climatique. Voilà un des combats que nous allons mener ensemble, un combat de professionnels, responsables et solidaires. Je vous remercie de nous soutenir dans ce combat.